être là. Voilà. Salut les amis, salam alaikum. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et en bonne santé. Alors, content de vous retrouver pour cette énième chronique avec Jacob Cohen. Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis heureux de vous retrouver. Et puis, voilà, on va parler. Je pense, vous voulez faire une annonce ou ça Oui, va? oui, alors oui, bien sûr, non, non, je vous laissais juste dire bonjour. Et alors, comme d'habitude, les amis, je vous invite à partager un maximum, hein. On est en multidiffusion, YouTube, Facebook, Twitter, TikTok, voilà, voilà, voilà. Donc, je vous invite à faire comme d'habitude, partager un maximum. Pour celles et ceux qui veulent participer, vous faites la demande. Je vais vous mettre le lien sur YouTube et sur les autres plateformes. Vous savez comment ça marche aussi. Et aussi, je voudrais juste vous informer pour celles et ceux qui veulent soutenir la chaîne, hein, donc il y a un lien PayPal qui est en description. C'est tout nouveau, hein, voilà, la chaîne existe depuis maintenant euh, plus de 2 ans, hein, avec Monsieur Cohen, pardon. On fait cette chronique depuis plus de 2 ans. Et du coup, il y a quand même des frais concernant le StreamYard qui sont engendrés. Et voilà, je vous ai mis un lien PayPal que vous retrouvez en description. Et pour celles et ceux qui veulent faire un geste pour soutenir la chaîne, vous avez la possibilité de le faire. Monsieur Cohen, on va aller comme d'habitude sur Oui. l'actualité et le cessez-le-feu Iran-Israël. Je vous laisse commencer votre analyse et comme d'habitude, s'il y a des intervenants qui veulent prendre la parole, vous faites la demande. Voilà, Monsieur Cohen, c'est à vous. Euh, Très bien. Pourquoi je voulais commencer par le cessez-le-feu? Parce que ça paraissait assez inattendu, pour le moins. C'est-à-dire 12 jours de bombardement intense, un bombardement américain. euh, Et moi, je me souviens, le matin, je me suis levé très tôt, et puis je regardais, puis je voyais ces cessez-le-feu. Je me disais, c'est pas possible. J'avais du mal à y croire. Et puis, pourquoi alors, je vais essayer de voir. Manifestement, le cessez-le-feu a été imposé par les États-Unis. C'est-à-dire imposé, proposé, avec probablement euh, une certaine pression sur l'Iran et surtout, à mon avis, euh, sur la Russie et la Chine. Bon. Vous savez que si l'Amérique a proposé un cessez-le-feu aussi rapide et si Israël l'a accepté aussi rapidement, c'est que ça allait très mal pour Israël, évident, parce que regardez, quand il y avait regardez à Gaza, c'était impossible d'avoir un cessez-le-feu. Au Liban, c'est pareil. Et parce que quand on accepte un cessez-le-feu aussi rapidement, c'est qu'on n'est pas sûr de l'emporter. Et effectivement, d'ailleurs, on aura l'occasion de revenir, Israël recevait des coups terribles, pas uniquement d'un point de vue militaire. Militairement parlant, on peut dire que Israël, mettons, avait un avantage. Mais en fait, l'avantage iranien, de l'Iran, c'est qu'il sapait la confiance du peuple israélien. C'est ça qui est important. Je pense qu'on ne peut pas imaginer à quel point ces 12 jours ont été terribles pour la société israélienne. C'est la première fois qu'ils se font bombarder. C'est la première fois qu'ils voient des milliers de maisons, d'appartements, des milliers de voitures dévastées, brûlées, des commerces, des entreprises, des centrales électriques. Et il fallait voir dans quel état euh, d'habitude ils étaient. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. C'est pas possible. Et donc, ces dizaines de milliers de familles israéliennes, même après le cessez-le-feu, où est-ce qu'elles vont habiter? Parce que, bon, même si on les dédommage, il n'y a pas d'appartement. Ils vont vivre où? On va leur mettre des tentes,
comme des réfugiés. Et ça devenait vraiment critique. D'ailleurs, il y a eu des mouvements, commençait à y avoir des mouvements de fuite vers l'étranger. Soit par parce que le régime sioniste, aussi libéral qu'il soit, il a interdit aux Israéliens de quitter le. Et donc, des Israéliens se sont précipités soit vers la Jordanie, j'ai publié un post ce matin, soit ils payaient des prix comme ils payaient des passeurs, des privés qui avaient un yacht, qui avaient un petit bateau, etc. Ils prenaient jusqu'à 1 000, 2 000 $ pour les emmener à Chypre, qui n'est qu'à quelques centaines de kilomètres. Et il y avait, c'était la panique à bord. Et le régime, de runner quasiment, il était sur le point de s'effondrer. D'ailleurs, je suis sûr que ça va laisser des traces indélébiles sur la société israélienne. Et en fait aussi, il y avait, vous savez que Israël, une des forces, un des points forts de l'économie israélienne, ce sont les investissements étrangers. On n'a pas idée quand on ne connaît pas le fonctionnement de l'économie israélienne. Mais vous savez, quand vous regardez Tel Aviv, toutes ces tours, ce sont des étrangers, probablement des hommes d'affaires juifs, mais pas seulement, qui investissent des centaines de millions de dollars dans l'achat de ces tours. Et donc, ça donne un coup de fouet extraordinaire. Sans compter, par exemple, des entreprises. Je vais vous citer une, par exemple. Microsoft avait une usine à Beersheba. Microsoft emploie 3000 employés en Israël. 3000 ingénieurs en Israël. Or, l'usine Microsoft a été bombardée, je ne sais pas si elle a été totalement détruite, mais en tout cas, elle a été touchée à Beersheba. Ces investisseurs, ils ne font pas de la charité. Ils sont là parce qu'ils savent que c'est une économie solide qui rapporte. Et donc, ils investissent. Il y a des dizaines de milliards qui arrivent chaque année et qui s'investissent dans l'immobilier ou dans les entreprises technologiques. Voilà. Comme Microsoft, il y a aussi une autre entreprise qui est très populaire en Israël, enfin qui a beaucoup de milliers et des milliers d'employés, mais malheureusement, le nom m'échappe pour le moment, mais c'est une des plus grandes entreprises technologiques. Voilà. Et voilà un coup terrible porté parce que bon, ces fonds d'investissement, ils vont réfléchir maintenant à 5 fois, 10 fois avant d'investir. Parce que d'un coup de baguette, enfin d'un coup de missile, leur investissement, même s'il y a, évidemment, bien sûr, ils prennent des assurances, mais l'assurance ne fait que rembourser en espèces. Vous détruisez une usine avec des capacités, etc. Si vous récupérez une somme, bon, ça ne vous rend pas l'usine, ça ne vous rend pas la recherche, les résultats des recherches, les investissements, etc. Il faut attendre des années avant de retrouver et donc ça risque de saper la confiance que les investisseurs avaient dans l'économie israélienne. La bourse aussi qui a été touchée. La bourse israélienne, il y a énormément d'investisseurs étrangers et c'est une bourse très dynamique, très liée à New York, à Londres, etc. Et le tourisme, les grands hôtels, et donc tout ça a été sinon détruit, mais en tout cas ébranlé, mais ébranlé de manière terrible. Parce que le peuple israélien s'est rendu compte, ainsi que les investisseurs étrangers, enfin les observateurs étrangers, s'est rendu compte que le pays est vulnérable. Vous
savez, une semaine de plus ou 2 semaines de plus, et le pays pouvait, et encore, il y avait la censure, une censure totale, hermétique. Vous savez qu'en Israël, c'est le seul pays au monde, probablement, à ma connaissance, en tout cas les pays démocratiques, disons, où il y a une liberté de presse, il y a un système de censure préalable. C'est-à-dire, pour n'importe quoi, par exemple un attentat, un accident, n'importe quel fait, il y a un bureau de censure qui peut dire, par exemple, mettons, il y avait les 6 soldats ou 7 qui ont été tués à Gaza. La censure, par exemple, elle dit pendant 48 heures, vous n'avez pas le droit de le dire. Parce que, pour une raison, par exemple, on n'a pas averti les familles. Mais on peut censurer pour d'autres raisons, pour ne pas dévoiler une affaire dérangeante, etc. Et ce qui se passe en Israël, c'est qu'aucun média n'ose violer cette règle de censure. Et parce que c'est ainsi, il y a un consensus qui est au sein de la société qu'on ne déroge pas aux règles de la censure. Parce qu'on estime que ça peut ébranler la sécurité du pays. Or, tout ce qui était les images, il y a des gens qui ont été arrêtés pour avoir filmé l'impact d'un missile, des destructions, etc. Mais la censure a dû être levée. Parce que, à un moment donné, le pays revient quand même à une certaine à une normalité. Et les gens ont des téléphones. Tout le monde a un téléphone portable. Et donc, les Israéliens vont découvrir les dégâts. Ce sont des dégâts. Enfin, pour moi qui suivais l'actualité au jour le jour, enfin, aussi, aussi régulièrement que possible, j'étais vraiment frappé d'abord par l'étendue des dégâts et ces images terrifiantes et les gens qui étaient complètement désorientés, hébétés, sans compter que les gens n'allaient pas, les jeunes n'allaient pas à l'école, les gens n'allaient pas au travail, même les synagogues étaient fermées. Et donc il y avait ce sentiment, et les gens vivaient dans les abris. Alors, les abris, vous avez, j'ai posté des choses sur les abris. Non seulement on interdisait aux Arabes israéliens d'entrer dans les abris, aux Chinois, aux Thaïlandais qui travaillent en Israël, mais ça se disputait entre Israéliens. Par exemple, on disait hey, toi, tu n'es pas de l'immeuble, tu n'as pas le droit d'entrer, etc. On a remarqué qu'il y avait beaucoup, des problèmes sanitaires qui se développaient dans les abris. Les gens ne se lavaient pas, ne s'aéraient pas. Donc, toutes ces angoisses, toutes ces craintes, toutes ces destructions ont tapé sur le moral des Israéliens et il semble que, malgré les fanfaronnades des militaires israéliens de Netanyahou, il y avait un affolement terrible au sein d'Israël. Parce qu'on leur a vendu l'idée que nous sommes invincibles. Voilà, on peut tout arrêter. Et surtout, vous savez, le 13 juin au matin, les Israéliens étaient dans une euphorie, ils sablaient le champagne. C'était champagne pour tout le monde. C'est-à-dire, ça y est, on les a. Bon, c'est vrai qu'on est passé à côté de la catastrophe. Mais on se disait, ça y est, ils sont à genoux, vous allez voir ce que vous allez voir, on roulait les mécaniques. Et là, les premiers missiles iraniens commençaient à venir. Et là, le discours n'a pas changé. Et c'est là où je me suis rendu compte, peut-être je ne réalisais pas à quel point ce pays, qui se targue à juste titre, je vous assure, à juste titre, en temps normal, d'être un pays très libéral au niveau de la formation,
se transformer en un pays totalitaire, mais alors totalitaire style Corée du Nord, s'agissant pendant cette semaine-là. Moi, j'écoutais les infos, enfin, je n'en revenais pas. Alors qu'il y avait enfin, vous voyez les choses. Il y a seulement un missile qui est passé, il a fait très peu de dégâts. Enfin, mais vraiment, on leur racontait des histoires, j'en croyais pas mes oreilles, tellement c'était gros. Mais enfin, j'imagine que l'État profond sioniste ne pouvait pas faire autrement. Et donc, arrive, parce que, il faut que je vous dise une chose, c'est que, bien sûr, les Israéliens tapaient sur l'Iran, mais l'Iran est un pays qui fait, je ne sais pas, 3 fois la France. C'est-à-dire, OK, on peut détruire 10 fois plus que ce qui est détruit en Israël. Un, ça ne se voit pas trop, et deux, le pays a des ressources extraordinaires. Alors qu'en Israël, vous détruisez quelques immeubles, enfin je connais la mentalité, la proximité, etc. Vous détruisez 3-4 immeubles dans un quartier, mais c'est tout le quartier qui est complètement bouleversé. Se disent, mais qu'est-ce qu'on. Enfin, et puis les téléphones, ça marche, etc. Et donc, ce n'est pas une question d'équilibre ou d'égalité des frappes, etc. Les coups portés par l'Iran étaient 100 fois plus douloureux en termes psychologiques, humains, communautaires. C'est ça ce que je veux vous faire saisir. Voilà. Alors que les Iraniens, bien sûr, on peut détruire des tas de choses, mais ça ne les touche pas de la même manière. C'est toute la société israélienne qui allait, enfin, de jour en jour, qui allait au bord de l'effondrement. Voilà. Et c'est là où on entendait que Netanyahou appelait au secours Trump pour dire il faut absolument trouver un cessez-le-feu. Enfin, il faut absolument trouver une solution. Et il a proposé un cessez-le-feu. Alors, moi, sincèrement, enfin, le matin où je me disais, d'abord, je cherchais une information fiable. Je n'étais pas sûr. Alors, on me disait, voilà, il y a un cessez-le-feu, il n'y a pas. Et puis, bon, quand il a été officialisé, j'étais complètement, comment dire, j'étais assez choqué. Je me disais, comment l'Iran, qui a été manipulé, enfin, je ne vais pas vous faire l'historique des 50 années de harcèlement des Américains vis-à-vis de ce pays. La guerre contre l'Irak provoquée par l'Amérique, les sanctions, le gel des avoirs iraniens, et même pendant que Trump négociait, il négociait pendant 3 mois en disant aux Iraniens, voilà, on va négocier, on va trouver un accord. Le Mossad préparait son coup avec la complicité des Américains. Alors que l'Iran avait un avantage psychologique, encore une fois, pas, bien sûr, militaire, ça se répondait, mais surtout psychologique. Voilà. Israël était proche de l'effondrement. Mais pourquoi ils ont accepté? Bon, moi, je pense que la Russie et la Chine, qui, bien sûr, ils appuient l'Iran, ils sont solidaires de l'Iran, mais sont des pays qui ont leurs problèmes et qui veulent assurer la sécurité de leur approvisionnement, la sécurité des transports maritimes, aériens, internationaux. Donc, ils veulent que ça se calme, que ça s'arrête. Voilà. Et à mon avis, ils ont dû faire pression sur l'Iran, encore que parfois j'ai l'impression que les Iraniens, et c'est ça un peu qui me gêne. Vous savez, là, on avait fait une vidéo le vendredi 13 et je doutais un peu de la réponse iranienne. Voilà. C'est-à-dire que, bon, jusqu'à ce conflit, j'ai trouvé que les Iraniens étaient plutôt timorés, voilà, pour répondre aux agressions israéliennes. Moi, je n'arrivais pas à comprendre. Voilà, sincèrement,
Ils ont assassiné je ne sais pas combien de Soleimani, ils ont détruit un immeuble consulaire à Damas. Enfin, ils n'ont pas cessé d'assassiner, de détruire, et l'Iran ne répondait jamais. Et cette fois, je me disais, est-ce qu'il va répondre? Bon. Il a répondu intelligemment, subtilement, de manière à déséquilibrer la machine de guerre israélienne. C'était très finement joué. Mais alors, pourquoi ça a été? Bon, et là, moi, je pense que, bon, il y a d'abord le côté iranien qui veut toujours, à mon avis, il veut toujours une solution pacifique. Ce n'est pas un pays guerrier, ce n'est pas un pays qui veut se lancer dans l'aventure. Et en même temps, la Russie et la Chine lui ont fait comprendre qu'ils ont dû recevoir, vous savez, à ce niveau-là, bon, il doit y avoir du donnant-donnant. Voilà. Trump demande un cessez-le-feu urgent. La Russie obtient quelque chose, je ne sais pas quoi, la Chine aussi. Et donc, on fait comprendre à l'Iran, voilà, ben, il faut l'accepter, voilà. Et donc, mais sincèrement, moi, là, le jour du cessez-le-feu, j'ai failli faire une vidéo pour vouer les Iraniens aux gémonies. C'est-à-dire, je me disais, voilà, ça y est, ils retombent dans leurs errements. Voilà. Bon. Alors, bien sûr, les Israéliens ont crié victoire, il faut les voir. Enfin, c'est hallucinant. On a l'impression qu'ils ont vaincu, etc. Mais en fait, les Israéliens ont senti le vent du boulet passer. Bon, qu'est-ce qui va se passer maintenant? D'abord, l'objectif principal d'Israël était la chute du régime, l'effondrement du régime qui n'a pas eu lieu. Ça, c'est le plus grand échec. Enfin, c'est un échec formidable d'Israël parce que c'était l'objectif. Le nucléaire, c'est pas vrai. Le nucléaire, les Iraniens sont toujours conformés aux exigences de l'AIEA, etc. Voilà un de leurs torts. Vous savez, vous connaissez Mearsheimer, John Mearsheimer, celui qui a écrit en 2007 le livre qui décrit l'influence du lobby sioniste sur les institutions américaines. Bon. Et je l'ai écouté ce matin, il citait Ehud Barak, un ancien chef d'état-major israélien, un ancien premier ministre, un ancien ministre de la Défense. Donc, c'est pas n'importe qui. Et à l'époque, vous savez pourquoi ils ont fait tomber le Shah en 1978-79? Parce que le Shah d'Iran, qui était le grand ami d'Israël et de l'Amérique, le Shah d'Iran avait des velléités, comment dire, d'indépendance stratégique. Il voulait acquérir la bombe nucléaire et l'énergie nucléaire. Et l'Amérique, qui était son principal allié, et Israël, ils l'ont fait tomber pour amener Khomeini. Regardez le cynisme de l'Amérique. Mais bon. Et à l'époque, Ehud Barak, d'après Mearsheimer, bon, ça on peut lui faire confiance. Donc, Ehud Barak aurait dit, ah mais c'est tout à fait compréhensible que le régime iranien ait la bombe atomique, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait dans sa ligne, etc. Et donc, moi je me pose la question, quand le régime iranien va-t-il comprendre qu'il n'y a pas d'issue? C'est-à-dire, aujourd'hui, demain, ils peuvent négocier. Est-ce qu'on peut faire confiance? C'est pas Trump. Est-ce qu'on peut faire confiance aux Yankees? Voilà. Vous savez comment les Iraniens appelaient les États-Unis après 79 le grand Satan? Bon. Est-ce que les Iraniens peuvent faire confiance au grand Satan? Évidemment pas. Un jour ou l'autre, dans un mois, dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans, ils vont préparer un nouveau coup. Voilà. C'est inéluctable. Donc, ce n'est même pas la peine de rêver. Bon, ils ont fait un pas en disant l'AIEA, enfin, c'est quand même incroyable que l'Iran accepte, alors
Enfin, moi, je savais, c'est-à-dire, on le disait, on n'avait pas les preuves, mais on disait que l'AIEA travaillait pour le Mossad, c'est-à-dire aller inspecter les sites et il s'entretenait avec les responsables nucléaires et après il donnait au Mossad les noms des responsables nucléaires et les sites. Et ainsi le Mossad pouvait les assassiner. Enfin, c'est quand même hallucinant que l'Iran ait attendu cette guerre pour rompre les liens avec l'AIEA. Et encore, moi, je ne suis pas, vous savez, je fais pas trop confiance à l'esprit de revanche de l'Iran, à l'esprit, parce que voilà, donc ils ont dit, le Parlement a dit, mais l'imam, l'ayatollah Khomeini n'a pas encore donné son accord. Voilà, c'est-à-dire pour rompre. Bon, l'Iran, à mon avis, il devrait avoir qu'une issue, c'est de sortir du traité de non-prolifération, après tout, c'est son droit. Hein. Un pays peut rentrer dans un traité et il peut ressortir. Ça ne pose aucun problème juridique. Il sort et il dit, voilà, donc je ne suis plus lié avec quoi que ce soit, je reprends ma liberté. C'est sa liberté. Voilà. Et après, il fait ce qu'il veut. Et seule la bombe atomique, Kadhafi est tombé pour ça. Saddam Hussein est tombé pour ça. La Corée du Nord ne craint rien parce qu'elle a la bombe. Alors, si l'Iran ne le fait pas, ben, je suis désolé de le dire, mais les Iraniens sont des petits, seront pour moi, à mes yeux, des petits joueurs qui, un jour ou l'autre, vont se faire taper dessus. Voilà. Les relations internationales sont basées sur la force. Si vous avez la possibilité, regardez les pays arabes, voilà, bon, ils sont soumis. Voilà, bon, très bien. Ben, si l'Iran ne fait pas ce qu'il faut pour s'armer et pour avoir les moyens de dissuasion, un jour ou l'autre, ils vont lui tomber dessus. Donc voilà, moi, le cessez-le-feu, ça m'a posé voilà, ça m'a posé ce genre de problème et de réflexion que je voulais partager avec vous. Voilà. Eh bien, merci Monsieur Cohen pour votre analyse qui était un peu plus longue que d'habitude. Alors, il y a des questions dans le chat et il y a un premier intervenant qui est avec nous sur X. Je vais lui donner la parole. Pardon. Flitox, salam alaikum. Alaikum salam. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Si vous m'entendez? Si, on t'entend. Oui, voilà. En fait, moi j'étais pas certain que les États-Unis allaient attaquer l'Iran pour la simple raison que je pense qu'en faisant ça, les États-Unis, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décrédibilisé tout ce qui concerne la légalité internationale, même si beaucoup, et je suis certain qu'on va prendre ça comme peut-être qu'une position un peu naïve, mais en fait, le fait que les États-Unis bombardent l'Iran, en fait, ce qu'ils ont explosé en faisant ça, c'est qu'ils ont explosé la légalité internationale. En d'autres termes, ils ont ouvert la porte, ils ont ouvert la boîte de Pandore. Et là maintenant, je me demande comment on va réagir, comment les nations vont devoir s'organiser pour pouvoir porter des avis sur ce qui va se passer dans le monde, dans le futur proche. Hein. Deuxième élément, c'est-à-dire que là, on est en train de voir cette situation-là comme si elle ne concernait que l'Iran et Israël et l'entité sioniste. Non, elle concerne toute la planète parce que cette région-là, les Iraniens, s'ils sont acculés, ils vont créer une catastrophe. Il y a le Pakistan à côté, il y a la Chine qui dépend, l'économie chinoise qui dépend en partie de l'Iran. La Chine, c'est 1,5 milliard de personnes. Moi, j'étais loin de croire que le il l'a fait. Il a, comme on dit. Et puis juste après. Alors, Flitox, tu nous entends? Flitox, on a un problème de connexion avec toi, apparemment. Flitox. Bon, Flitox, on l'a perdu, malheureusement. Je vais dire quelques mots sur son intervention. D'accord. Bon,
d'abord, les attaques américaines, c'était du bidon. Voilà. Alors, elles avaient pour but, tous les observateurs sérieux le disent, voilà, c'était du cinéma. Bon, il l'a fait pour montrer que, voilà, bon, j'aide bien Israël, mais en fait, c'était du cinéma. Il n'a en rien. S'il avait vraiment voulu aider Israël, attaquer l'Iran pour se mettre aux côtés d'Israël, il n'aurait pas bombardé des sites qui ne servaient à rien. Il aurait attaqué des bases aériennes, etc., etc. Or, c'était un coup à blanc, comme j'ai expliqué dans une vidéo que vous pouvez retrouver avec un site algérien qui s'appelle Hop JZR. Voilà, je suis revenu très longuement sur cette question-là. Voilà, et donc, finalement, en fait, ce qui se passe, c'est que, bon, tout le monde, enfin, je veux dire, l'Amérique, Israël, l'Iran aussi, parce que, bon, après tout, on peut souffler un peu, la Chine, la Russie avaient intérêt à calmer le jeu. Après, je ne sais pas comment ça va repartir. Voilà. On va voir sur quelle base on va repartir. Voilà. Alors, on l'a perdu, il n'est toujours pas revenu. En attendant, il y avait Apollo qui est là, qui demande la parole. Apollo, bonsoir. Alors, bonsoir à tous, bonsoir Monsieur Cohen. Moi, je voulais juste poser une question à Monsieur Cohen, deux questions. Oui. Donc, la première est de savoir si les Américains ont réellement détruit le programme nucléaire iranien comme ils le prétendent, et surtout le site de Fordow. Et la deuxième question, pensez-vous que l'Iran s'engagera dans la fabrication de la bombe atomique et qu'il quittera le traité de non-prolifération? Merci. Alors, d'après tous les observateurs sérieux, Mersheimer, Scott Ritter, enfin bon, vraiment, que je suis, que j'ai suivi ces derniers jours, les 3 bombardements américains, c'était du cinéma. Voilà. D'abord, les 2 sur 3 sites avaient déjà été bombardés par les Israéliens. Et le troisième, il avait été vidé. On savait qu'il allait y avoir un bombardement. Il a été vidé soit avant, soit bien des mois, des semaines avant. Et donc, tout le monde s'accorde à dire, enfin, en tout cas, les observateurs sérieux et bien informés s'accordent à dire que l'Iran n'a rien perdu ou très très peu de ses capacités nucléaires. Ça veut dire d'enrichissement, de stockage, etc. Donc, pratiquement, l'Iran a maintenu et peut repartir sur ce qu'il a. Il a maintenu sa capacité nucléaire civile, enfin, je veux dire, d'enrichissement, parce qu'au départ, il faut d'abord enrichir. Alors, on dit 60%, 80%, enfin, c'est assez technique, mais disons que les Iraniens ont une capacité énorme d'enrichir et ils ont un très grand stock. Bon, je ne peux pas vous expliquer parce que je ne suis pas scientifique, mais disons, ils disent 400 kilos d'uranium enrichi à plus de 60%. Apparemment, c'est beaucoup. Voilà. Donc, et je ne crois pas que les Américains aient cherché réellement à détruire tout ce qui était nucléaire, parce que je pense qu'ils auraient pu le faire, mais ça aurait été une autre paire de manches. C'est-à-dire que les Iraniens auraient réagi, etc. Donc, le fait que les Iraniens n'aient pas réagi, c'est que ça a été, disons, bon, calculé, ça a été arrangé, comme le bombardement de la base américaine au Qatar, qui a été arrangé. Voilà, elle était vide, on a envoyé quelques missiles et on a dit, bon, match nul, un partout, balle au centre. Voilà. Alors maintenant, est-ce que les Iraniens vont sortir du traité et donc construire leur arme? Moi, je ne sais pas. Enfin, je veux dire, est-ce que les gens le savent? Je ne sais pas, il doit y avoir très peu. À mon avis, les Iraniens eux-mêmes n'ont pas pris une décision là-dessus. Voilà, à mon avis. C'est-à-dire que pour le moment, ça ne s'est pas fait. Voilà. Le Parlement iranien a voté une résolution, une loi, en fait, pour
couper toute relation avec l'AIEA. Or, si l'Iran maintient son adhésion au traité de non-prolifération, il relève de la juridiction de l'AIEA, parce que le traité de non-prolifération stipule que l'AIEA, évidemment, l'AIEA va surveiller beaucoup plus l'Iran que n'importe quel autre pays signataire de l'accord. Bon, ça, c'est de bonne guerre. Donc, franchement, moi, personnellement, je l'ai dit tout à l'heure, et beaucoup d'observateurs le disent. D'ailleurs, j'ai cité Ehud Barak. Enfin, donc, c'est que le pays a toutes les raisons d'aller vers la bombe nucléaire parce que là, il garantit sa sécurité. Personne ne l'attaquerait. Voilà. Et alors, est-ce qu'il le fera? Je ne sais pas. C'est ça. Est-ce que la nature du régime iranien le poussera à le faire? Est-ce qu'on va le caresser dans le sens du poil en lui disant mais non, vous allez voir, on ne va pas vous attaquer, on va négocier, on va trouver des accords commerciaux, etc. On a vu que l'Iran a souvent succombé aux sirènes américaines de développement économique, de lever des sanctions. Regardez par exemple ce qui s'est passé là. Pendant 3 mois, les Iraniens ont négocié de bonne foi, etc., pendant que le Mossad préparait les assassinats. Donc, j'espère que les Iraniens comprendront, enfin, ils comprennent, mais est-ce qu'ils sauteront le pas? Voilà. Est-ce qu'ils se diront, on a affaire à des voyous, à des États voyous, il n'y a rien qui marche avec eux, ils violent tous les traités, tous les cessez-le-feu, etc., et donc on doit choisir la voie de la sécurité et de la dissuasion. Est-ce qu'ils le feront? Ça leur appartient, je ne sais pas. Voilà, Monsieur Cohen, moi je vais rebondir aussi là sur cette question-là Oui. de la bombe nucléaire que l'Iran pourrait développer hein, ou non. La question, c'est de savoir si maintenant les Occidentaux, l'OTAN, tout ça, laisserait faire. Parce qu'on a vu la déclaration de Macron aussi, là, qui a dit qu'il n'était pas possible que l'Iran puisse développer l'arme nucléaire. Hein. Oui. 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 L'Iran a cette volonté de la développer hein, et de l'obtenir pour comment dirais-je, pour avoir une force de dissuasion comme tous les États qui ont la bombe nucléaire pardon, mis à part les États-Unis qui l'ont utilisée lors de la Seconde Guerre mondiale. Depuis, personne n'a utilisé cette bombe nucléaire. C'est une arme de dissuasion. Donc maintenant, c'est de savoir si réellement l'Iran a la volonté d'obtenir l'arme nucléaire. Et secondo, c'est aussi de savoir si l'OTAN, les Occidentaux, laisseront l'Iran la faire. Voilà, M. Cohen. Alors, ça serait alors... Non, mais c'est comme ce qui vient de se passer. On a essayé, l'Occident a essayé, en se servant du proxy Israël, d'empêcher l'Iran d'avoir l'industrie nucléaire et même de renverser son régime. Ils ne sont pas arrivés. Voilà. Alors, moi, je me dis une chose. Est-ce qu'ils y arriveront si l'Iran sort du traité de non-prolifération? Ils ont essayé déjà pendant 12 jours. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont arrêtés. C'est l'Occident qui a demandé l'arrêt parce qu'Israël était sur le point de succomber. Or, la prochaine fois, les Iraniens vont encore mieux se préparer. Par exemple, vous savez, la semaine dernière, quelqu'un m'a interrogé comment ça se fait que les Iraniens n'ont pas une dissuasion anti-avion, enfin anti-aérienne. Parce que la Russie dispose des S-400 et des S-500 qui sont capables de descendre les F-35. Comment ça se fait? Et j'avais avoué à la semaine dernière que je ne savais pas. Voilà. Eh bien, aujourd'hui ou hier, j'ai appris que l'Iran va développer avec la Russie un système de défense anti-aérien. Donc, en fait, l'Occident va avoir le choix. OK, l'Iran est sorti. On ne sait pas s'il va la faire ou pas parce qu'il ne va pas l'annoncer. Mais admettons qu'on ait des soupçons
que va faire l'Occident? Il va attaquer l'Iran. Très bien, on attaque, mais l'Iran a des moyens de répondre. Alors l'Occident, il va se poser des questions. C'est-à-dire que ce n'est pas évident. Et s'il établit des traités d'alliance avec la Corée du Nord, parce que avec la Russie, la Chine, le Pakistan, est-ce que l'Occident osera attaquer l'Iran? Voilà, donc en fait, on revient à... Vous savez, l'Occident menace, mais il faut qu'il soit sûr de ses capacités. Parce que l'Occident ne peut pas se permettre de perdre Israël. C'est ça le point faible de l'Occident dans cette affaire. Voilà. Parce que si Israël... Moi, je suis sûr que l'Iran n'a pas cherché réellement peut-être parce qu'il s'est dit que si je tape trop sur Israël, je vais recevoir l'enfer des bombes. En tout cas, bon. Mais la prochaine fois, est-ce que l'Occident jouera la perte d'Israël pour détruire l'Iran sans être certain? Parce que la réponse iranienne peut être aussi dirigée contre la France, contre les États-Unis. Vous savez, il y a des navires américains, des navires français, etc., qui sont très vulnérables aux missiles iraniens. Donc, là, l'Occident n'est pas... Macron peut très bien fanfaronner, comme il fanfaronne en Ukraine, mais est-ce qu'ils en ont les capacités? Parce que l'Iran, la prochaine fois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, il va être certainement beaucoup, beaucoup mieux armé, beaucoup mieux préparé qu'aujourd'hui. Donc, vous savez, ils ont beau fanfaronner les Occidentaux, ils seront obligés de reconnaître que, on ne peut pas faire autrement, à mon avis. Très bien, merci M. Cohen. Alors, il y avait des questions sur le chat. D'ailleurs, il y en a une que je vais vous afficher, M. Cohen, vous allez pouvoir y répondre. D'accord. Hop. Alors, laissez la question, parce que, alors, elle ne va certainement pas calmer le régime sioniste. Vous savez, le régime sioniste, il est né dans la violence, dans la guerre, dans la conquête. Et depuis, en fait, même avant la création de l'État d'Israël, les mouvements sionistes, comme la Haganah, le Herut, enfin l'Irgun, le Stern, c'était des groupes terroristes, voilà, contre les Arabes, contre les Anglais, contre les Juifs qui étaient contre le sionisme. Donc le sionisme, c'est l'ADN, la violence, le terrorisme, c'est l'ADN du sionisme. Et donc, aujourd'hui, il y a cessez-le-feu, mais ils sont en train, enfin, je suis sûr, je ne sais pas, mais je suis certain que le Mossad est reparti il est en train de reconstituer les réseaux, etc., etc. Donc, le régime sioniste, il ne se calmera jamais. Il est basé sur la violence et la domination et la destruction tous azimuts. Voilà. Et que ce soit vis-à-vis de l'Iran, vis-à-vis du Hamas, du Liban, de la Syrie, il ne connaît pas la paix, la tranquillité, la stabilité. Il faut qu'il frappe. Et donc, ça ne changera absolument rien pour le régime sioniste. Voilà. Alors, la deuxième question, vous savez, pour moi, le départ de Netanyahou, vous savez, j'ai souvent dit ici qu'on se focalise trop sur Netanyahou. Netanyahou n'est que le continuateur de la politique sioniste. Vous savez, le Mossad n'a pas attendu l'arrivée de Netanyahou pour assassiner des scientifiques iraniens, des généraux, etc., ou pour faire sauter des bâtiments en Syrie ou au Liban. Donc, Netanyahou est aujourd'hui... D'ailleurs, je peux vous dire, ce matin, il y avait des sondages publiés en Israël et Netanyahou arriverait en tête. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, la société israélienne, elle devient
d'année en année ou d'élection en élection, de plus en plus à droite, de plus en plus fasciste, de plus en plus extrémiste. Le drame de Netanyahou, vous savez, il y a 10 ans, et je l'assume, hein, il y a 10 ans, j'avais dit, j'ai retrouvé cette vidéo-là où j'avais dit que Netanyahou est un modéré. Attendez de voir ce qui va venir après. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui pousse Netanyahou aujourd'hui? C'est l'alliance avec l'extrême droite. L'extrême droite, il y a 2 ans, elle n'existait pas en Israël. C'est-à-dire, elle n'était pas représentée au Parlement. Il faut imaginer que au Parlement israélien, tout d'un coup, d'une élection à l'autre, de 0 député d'extrême droite, il y a 10% de députés qui sont d'extrême droite. Et quand je dis d'extrême droite, c'est-à-dire de vrais fascistes, des nazis. Voilà. Et donc, Netanyahou a besoin d'eux pour gouverner. Et voilà. Et donc, il est obligé de suivre la ligne. Mais ce n'est pas, comment dire, sa tendance naturelle à Netanyahou. Et d'ailleurs, vous savez qu'il a gouverné, et il est Premier ministre depuis au moins 15 ans, avec des coupures, bien sûr. Ce n'est pas 15 ou 20 ans de suite. D'ailleurs, il a la plus grande longévité en tant que Premier ministre. C'est quelque chose d'assez important. Mais avec des coupures. Mais jusqu'à présent, il y a 2 ans, il avait réussi à maintenir. D'ailleurs, il y a quelques années, il avait dit « Je suis pour une solution à 2 États ». Évidemment, personne n'y croyait. Mais en tout cas, il l'a dit. Comme la gauche aussi, d'ailleurs, l'a dit. Mais elle n'a jamais fait. Et donc, en fait, qu'il y ait Netanyahou ou pas, ça ne change rien à la chose. Le régime sioniste est basé, qu'il soit la gauche ou la droite, est basé sur les mêmes principes. L'apartheid, la conquête, la violence, le racisme, il n'aura jamais un État palestinien, donc que ce soit la gauche ou la droite. Donc, à mon avis, enfin, je l'ai déjà expliqué, que cette focalisation sur Netanyahou, elle tend juste à dédouaner le sionisme. C'est-à-dire, on veut faire croire aux gens, s'il n'y avait pas Netanyahou, Israël serait un État plus ou moins, il pourrait arriver à une solution, etc. Ce qui est absolument faux. Voilà. Très bien, merci M. Cohen. Il y a un intervenant qui est avec nous sur YouTube. Je vais lui donner la parole. Jeff. Bonsoir, on m'entend bien? Oui, très bien. Ok. Moi, personnellement, j'ai été choqué pendant ces 12 jours de confrontation. J'ai été choqué par le manque de préparation de l'Iran, c'est-à-dire que l'Iran n'avait pas apparemment d'abri souterrain pour protéger la population. Il n'y avait pas de sirène d'alerte, il n'y avait pas de protocole, il n'y avait pas de défense anti-aérienne. Et moi, ce qui me choque, c'est que c'est un pays qui est menacé depuis longtemps, qui est réputé pour avoir certains savoir-faire. Et là, ils étaient dans la panade la plus totale. Et donc, moi, ma première question, c'est de savoir, vous, est-ce que vous considérez qu'il y a un manque de préparation de l'Iran, qu'ils ont mal géré cette crise avant que la crise n'éclate, c'est-à-dire en termes de préparation? Vous, sur ce point, comment vous voyez la chose? Est-ce que vous pensez qu'ils se sont réellement préparés à ce qui est arrivé? Alors, je crois que l'avoir dit, mais de manière, enfin, pas de manière indirecte, voilà. Je crois l'avoir dit ce soir de manière indirecte. Dit quoi? C'est que l'Iran est un pays pacifique. Il est basé sur une idéologie pacifique. D'ailleurs, on dit que c'est une fatwa de l'imam Khomeini qui interdit de construire la bombe atomique parce qu'elle serait contraire à l'islam, à l'éthique de l'islam. Voilà. Et donc, l'Iran n'a jamais cherché, n'a aucune revendication territoriale, n'a jamais cherché à influencer un pays voisin. Il n'a pas cette mentalité de pays dominant qui veut avoir une zone d'influence. Voilà. Donc, il s'est toujours, comment dire, il s'est toujours coulé dans cette logique de négociation, de relations pacifiques, etc.
Et donc, il ne s'est pas préparé. Voilà, c'est un fait. Il manque. D'ailleurs, enfin, vous avez souligné, et j'ai souligné aussi, comment ça se fait que l'Iran n'a pas préparé une défense antiaérienne. Enfin, c'est quand même incroyable. Connaissant la force de frappe d'Israël, ce sont les avions. Or, si l'Iran avait des centaines de missiles S-400 antiaériens, la moitié des avions qui iraient bombarder, ils ne seraient pas retournés en Israël. Alors, maintenant, peut-être que, enfin, je pense que, mais c'est vrai qu'il avait cette attitude, comment dire, pacifique ou négociatrice. À chaque fois, bon, on lui faisait un coup et l'Iran retombait dans la même démarche de reprendre des négociations, etc. Je pense que cette fois, d'après ce que j'ai entendu, d'après ce que j'ai lu ici ou là, que c'est plutôt le courant, les gardiens de la Révolution, qui est en train de prendre le dessus sur la manière de gérer la défense du pays. Et donc, c'est par exemple, ils avaient élu un président, voilà, on a dit, voilà, c'est un nouveau, à la différence d'Ahmadinejad, par exemple. Voilà, on a élu, bon, un président qui est ouvert au dialogue, etc. J'ai l'impression, voilà, la société iranienne, et elle n'est pas militariste, elle ne cherche pas l'agression, et donc elle croit dans la négociation. Ce sont des marchands, et ils se font taper dessus. Et alors peut-être que cette fois, enfin je l'espère, peut-être que cette fois ils vont se dire bon, maintenant ça suffit, on va tout faire. On va reconstruire une défense antiaérienne, des abris, on va traquer les visiteurs qui viennent, on ne sait jamais, on va traquer les agents du Mossad, etc. etc. Voilà, je pense, enfin, de ce que j'ai pu un peu lire, c'est qu'il y a cette tendance. Est-ce qu'elle va durer? Enfin, moi, personnellement, je l'espère, mais on verra. Très bien, merci M. Cohen. Alors, Jeff, je sais que tu veux rebondir, je te redonne la parole juste après. Il y a d'autres intervenants sur YouTube et sur TikTok. Je reste sur YouTube. La voix discordante, bonsoir. Pardon, oui. Ah, le micro, on vous entend pas. Ah, voilà. Bonsoir. Désolé, j'ai l'habitude de couper le micro quand je parle pas. Bonsoir, Monsieur Cohen, le chat. Je voulais vous parler un peu de la route de la soie parce que ça fait quand même depuis 2008, la crise de 2008. Je fais juste un petit préambule, si ça vous dérange pas, même pas une trentaine de secondes. Mais depuis la crise de 2008 et la décision de la Chine de vendre les bons d'État américains qui ont été considérés comme un acte de guerre par le Trésor public américain, ils ont décidé de construire la ceinture de la route, la ceinture qu'ils ont appelée la route de la soie. Et j'ai l'impression que tout est fait pour justement détruire cette route de la soie. Et le bonheur d'Israël, c'est qu'il se trouve justement en plein milieu de cette route de la soie. Donc, ce qui force quelque part aussi les États-Unis à les soutenir coûte que coûte. Et je pense que l'accord avec l'Iran, c'est surtout une fois de plus pour briser cette alliance qu'il y a entre les BRICS et cette nouvelle indépendance qu'aimerait faire naître l'économie chinoise. Oui, vous avez raison, parce que en fait, la perte de l'Iran, si jamais par exemple le pays s'était écroulé, ou bien si on avait, parce qu'il y a un des objectifs de l'Occident, d'Israël, de l'Amérique, ce n'est pas seulement un changement de régime, c'est par exemple, de créer un État kurde, donc de prendre une partie de l'Iran et de créer un État kurde artificiel, bien sûr, qu'on pourrait dominer, ou d'autres minorités. Et donc, en fait, faire sortir l'Iran de l'orbite chinoise et russe. Or, l'Iran représente pour la Chine et la Russie un élément important de leur dispositif dans
les routes de la soie, le commerce, les bases stratégiques, enfin, je veux dire, l'implantation stratégique. Et donc, c'est très important. Et je pense, enfin, du moins, ça aussi, je l'espère, parce que je peux reprocher, moi, personnellement, enfin, ça, c'est comment dire, c'est ma vision personnelle, hein. Je reproche parfois à la Chine, à la Russie ou à l'Iran de ne pas répondre de manière aussi catégorique, c'est-à-dire agressive, à l'attitude occidentale et notamment américaine qui est agressive. Voilà. C'est-à-dire, je ne comprends pas pourquoi la Chine et la Russie ne montrent pas comment dire, une volonté farouche de considérer le territoire iranien comme leur quasiment, pas leur raison de vivre, mais c'est comme un élément vital de leur stabilité. Voilà. C'est-à-dire que si on attaque l'Iran, c'est comme si on attaquait la Russie et la Chine. Parce qu'effectivement, c'est ça qui est en jeu. C'est-à-dire qu'en attaquant l'Iran, on attaque la Russie et la Chine indirectement. Et je ne comprends pas que ces deux pays, ces deux grandes puissances, qui ont vraiment la possibilité, je ne sais pas si, pourquoi par exemple il n'y aurait pas des bases en Iran. Enfin, je ne suis pas plongé dans la question, mais pourquoi il n'y aurait pas des bases, par exemple? Pourquoi il n'y aurait pas des accords stratégiques de défense? Peut-être que cette crise va servir de détonateur et aux pays des BRICS pour leur dire voilà, il faut s'engager dans cette voie-là, que l'Iran, on ne peut pas admettre et on ne peut pas envisager l'idée qu'on puisse perdre l'Iran, que l'Iran puisse nous être enlevé par le camp américano-sioniste. Voilà. Très bien, merci M. Cohen. Alors, j'ai quelqu'un sur TikTok avec nous, Spart, un habitué. Bonsoir, salam alaikum. Salam alaikum, shalom, M. Cohen. Alors, je suis de l'avis du précédent auditeur. On assiste à travers ce conflit à un rapport une guerre plutôt entre les USA et la Chine. Je suis aussi de votre avis. Je les trouve très timides, mais depuis longtemps ils sont très timides. Mais à ce niveau-là, des États-nations, il y a plus des amitiés, des intérêts que un souci d'aller aider les Iraniens. Mais ma question ne va pas aller dans ce sens. Dans les villes israéliennes en ce moment, il y a des grandes affiches sur les accords d'Abraham avec Trump, Netanyahou et les dirigeants du monde arabe sunnite soumis. Ne pensez-vous pas que à terme, les Américains et l'entité pourraient réserver une surprise aux Iraniens dans la mesure où ils ont prouvé qu'ils ont prouvé ces derniers temps que c'était une force terrible régionale. Ne pensez-vous pas qu'ils seraient capables de fédérer tous ces pays soumis à l'entité américano-sioniste et bombarder les Iraniens, les massacrer pour qu'ils ne soient pas cette puissance régionale et mettre quelqu'un qui serait à leurs ordres? Alors, je ne crois pas, je crois l'avoir développé en filigrane, c'est-à-dire que l'Occident a tenté le coup. Il ne faut pas oublier quand même que l'Amérique était aux côtés d'Israël pour préparer le coup du 12 juin. Donc, c'était une préparation qui a duré probablement des mois, sinon des années, et probablement aussi avec les services britanniques. Et donc, c'est une volonté de l'Occident de mettre bas le régime iranien. Voilà. Donc, ils ont tenté, mais ils ont échoué. Donc, ça, c'est un fait. Ils n'ont pas réussi, en tout cas. Ils n'ont pas réussi à atteindre leur objectif et même, ils sont passés à côté de la catastrophe. C'est-à-dire l'effondrement d'Israël, l'effondrement humain, psychologique d'Israël. Et donc, peut-être la prochaine fois, ils vont encore réessayer, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, ils doivent se dire,
c'est quand même un gros morceau. Ça va nous prendre du temps, ça va nous prendre des moyens et on n'est même pas sûr de gagner parce que on avait une possibilité. Là, la semaine dernière, on pensait qu'ils avaient vraiment pratiquement toutes les cartes en main. En tout cas, beaucoup plus de cartes que dans un an ou deux. Parce que l'Iran ne va pas rester les bras croisés pendant les mois qui viennent. Donc, l'Occident, je veux dire, en fait, les accords d'Abraham que Trump veut relancer, c'est-à-dire les derniers pays arabes qui n'ont pas encore signé, on va rentrer dans une grande coalition, mais ce n'est pas une coalition guerrière. C'est-à-dire, c'est une coalition, je ne crois pas que la Jordanie, l'Arabie saoudite, Qatar, etc., même s'ils rentrent dans ces accords d'Abraham, ils n'entreront jamais dans une guerre contre l'Iran, à mon avis. Voilà. Parce qu'ils auront tout à perdre. D'abord, les peuples n'accepteront pas. Et deuxièmement, ces pays sont très fragiles. C'est-à-dire, ils ont une industrie pétrolière qui, avec quelques missiles, vous la détruisez et c'est fini pour eux. Et donc, à mon avis, ce sont des pays qui ne se lanceront jamais dans une aventure militaire. Diplomatique, oui, parce que ça leur apporte une fausse sécurité. Mais ils seront probablement obligés de passer par là. Et on présentera ça comme on avance vers la paix. D'ailleurs, moi, quand j'écoute des spécialistes, entre guillemets, du Moyen-Orient, des spécialistes occidentaux, bien installés, très, très critiques sur Israël et l'Amérique, hein, je ne dis pas le contraire, mais quand je vois qu'ils disent que les accords d'Abraham est une étape pour la stabilité du Moyen-Orient, pour la paix, etc., je me dis, mais ces gens-là n'ont rien compris. Ou ils ne veulent pas comprendre, ou alors ils sont soumis à l'idéologie sioniste. Les accords d'Abraham, ce sont des accords de capitulation. Bien sûr, on peut avoir la paix. L'Empire romain aussi vivait en paix, parce qu'il dominait tous les États sous lui. Donc, en fait, bien sûr, l'Égypte vit en paix, la Jordanie vit en paix, mais ce sont des pays qui se soumettent à Israël. Voilà. Et si on appelle ça la paix, bon, voilà. Je veux dire, quand l'Égypte n'est même pas capable d'envoyer un camion, etc., enfin, je veux dire, ce sont des pays qui n'ont plus aucune autonomie, aucune souveraineté. C'est ça les accords d'Abraham. Ok, alors il y a Jeff qui voulait rebondir, donc je remets. Ouais, merci. On m'entend toujours bien? Allô, on m'entend? Toujours. Ok, très bien. Oui. Il y a un autre point important à relever pour moi, c'est que l'Iran, dans ce conflit, est apparu plus isolé que jamais. Et par rapport à son alliance avec la Russie, vous avez des officiels iraniens qui se sont plaints ouvertement du manque de soutien de la Russie. Et ma question par rapport à ça, c'est de savoir, ce manque de soutien de la Russie, est-ce que vous ne croyez pas qu'il s'explique par le fait qu'en réalité, il existe des liens forts entre la Russie et Israël, notamment via la diaspora russe qui vit en Israël, et que la réalité, c'est que les Russes ne vont jamais rien faire qui pourrait heurter Israël via les liens historiques qui peuvent exister entre les deux pays? Voilà, c'est ma question. Ok. Si la Russie a des liens serrés avec Israël, et s'il y avait à un moment donné, pendant des années, un lien très fort entre Netanyahou et Poutine, personnel. C'est-à-dire que je me souviens d'une époque avant la guerre de Gaza, où Netanyahou allait en Russie 3-4 fois par an. Voilà, comme ça, on écoutait les nouvelles et tout d'un coup, on dit Netanyahou est passé la journée, il a fait un aller-retour rapide. Et il ne faut pas oublier aussi une chose, que la Russie a permis à Israël de bombarder la Syrie chaque semaine pendant des années sans broncher. Voilà. Donc, effectivement, la Russie est liée à Israël, mais elle ne pourra jamais, à mon avis, elle ne pourra pas permettre la perte de l'Iran. Alors, est-ce que moi, je ne suis pas au courant de ceux qui critiquaient l'abstention de la Russie? Je pense que peut-être les liens entre la Russie et l'Iran
sur le plan, comment dire, stratégique, l'alliance stratégique, l'alliance militaire n'était pas très claire, n'était pas bien définie. Il y a eu des négociations de traités, d'accords stratégiques, etc. Mais à ma connaissance, en tout cas, je peux me tromper, mais j'ai un peu suivi l'actualité ces derniers jours. C'est plutôt l'Iran qui était réticent à signer des accords qu'il engageait avec la Russie. Voilà. Et là, on est en train de revoir tout ça, mais je ne crois pas que la Russie accepterait de voir l'Iran tomber dans l'escarcelle américaine. Donc, ça n'a rien à voir avec Israël. C'est-à-dire, bien sûr, enfin, la Russie n'admettra pas, enfin, on ne voudra pas l'effondrement d'Israël, mais l'effondrement de l'Iran ne lui conviendra pas du tout. Et on a vu que, je pense que Poutine a montré que lorsque les intérêts stratégiques de la Russie sont en jeu, il n'hésite pas à aller à l'affrontement. Seulement là, il n'avait pas besoin d'y aller, je ne crois pas. L'Iran se défendait très bien, mais je crois savoir en tout cas, qu'entre la Russie et l'Iran, de nouvelles pages vont être ouvertes, de nouvelles négociations vont s'ouvrir sur la manière de mieux se défendre, de mieux s'entraider, etc. Voilà. Monsieur Cohen, Jeff qui rajoute à cette petite question, l'Iran doit-elle revoir sa politique d'alliance? Oui, c'est ce que j'essaye de dire, c'est que l'Iran, je pense que jusqu'à présent, c'est ça aussi, comment dire, je pense que le régime iranien n'a pas jugé à bon escient et dans sa juste mesure le danger qu'il courait. Voilà. Et je pense qu'il a pris conscience que l'appui extérieur lui est vital. Voilà. Et à mon avis, il va s'orienter vers cette voie-là. Voilà. Et donc, l'Iran va probablement changer de stratégie, d'alliance, et va renforcer ses alliances avec les pays qui peuvent l'aider sur ce plan-là. Et qui ne demandent qu'à le faire d'ailleurs. Alors, est-ce que, voilà, il y a une question, il y a un commentaire là, je vais vous le mettre, Monsieur Cohen, et me donner votre avis un petit peu sur cette idée qu'il y aurait un complot mondial et qu'en fait tous les chefs d'État vont dans la même direction et nous font croire tout ça là. Voilà, c'est ce petit commentaire qui est là, Monsieur Cohen. Enfin bon, ce que vous voulez que je vous dise, si c'était vrai, bon, est-ce qu'il se tape? Enfin, c'est-à-dire, en fait, les États, bon, les États sont là, par exemple l'Amérique, vis-à-vis de la Russie. Voilà, juste, je prends cet exemple. S'ils s'entendaient, soi-disant, ce que je ne crois pas, combien de fois l'Amérique a juré de faire tomber la Russie et de la dépecer? Vous savez, il y a des plans. Enfin, moi, je les ai vus, les plans de l'Amérique pour dépecer la Russie en 10 ou 15 petits pays. C'est ça l'amitié? C'est ça l'entente? Mais pas du tout. Si l'Amérique pouvait détruire la Russie, enfin voilà, c'est-à-dire la dépecer, lui prendre ses réserves, etc., mais il le ferait volontiers. Seulement, elle ne le fait pas parce que, donc on a l'impression comme ça que ça y est, bon, on va s'entendre, etc. Sauf que ces pays-là, ils savent jusqu'où il ne faut pas aller trop loin, pour utiliser cette expression. Parce qu'ils savent que, bon, on a l'armement nucléaire, etc., mais on continue. Ça veut dire on continue à se taper dessus, on cherche toujours
piqué, regardez par exemple, l'Ukraine est utilisée pour affaiblir la Russie. Ça aurait pu marcher, pourquoi pas? Si Poutine n'avait pas réagi en février 2022, qu'est-ce qui serait passé? L'armée ukrainienne avait massé des dizaines de milliers d'hommes dans le Donbass qui allaient écraser le Donbass. Et donc en fait, il y a un état de guerre permanent, économique, militaire, idéologique, mais qui ne s'exprime pas parce que ces pays-là savent jusqu'où il ne faut pas aller trop loin. C'est-à-dire, à un moment donné, ils se disent, oula, là, c'est sérieux, il faut arrêter. Parce qu'on risque de perdre tout. Voilà. Et donc, ils ne font pas, ils s'arrêtent. Et donc, ça donne l'illusion, ça donne l'impression qu'ils s'entendent, en fait. Mais pas du tout. Ce sont, des États qui se bouffent entre eux. Très bien. Merci, M. Cohen. Effectivement, hein, c'est pas si simple que ça, la géopolitique. Voilà. Alors, la voix discordante voulait reprendre la parole. Alors, top. Voilà. Oui, c'était juste. Vous aviez dit que l'attaque qui a été menée par Israël, elle a été faite conjointement avec l'aide des États-Unis et qu'ils étaient au courant depuis bien longtemps. Oui. Donc, on est d'accord que les États-Unis, ils étaient déterminés quelque part à faire très mal à l'Iran. Depuis toujours. Et oui, voilà. Et justement, l'attaque de Trump, elle a quand même été, pour moi, excusez-moi, mais je trouve que j'ai l'impression qu'il a coupé l'herbe sous le pied à Benjamin Netanyahou en lui enlevant cette excuse du site nucléaire, tout ça en le bombardant et en imposant la paix. Mais cette paix qu'il a imposée, peut-être que justement, il l'a imposée parce qu'il a eu des signaux très forts de la part de la Chine et de la Russie qu'ils étaient prêts à intervenir militairement au cas où il y avait une escalade. C'est peut-être ça qui peut changer d'avis, vous voyez. Parce que bon, officiellement, ils ne le disent pas, mais officieusement, peut-être qu'ils l'ont quand même soutenu. En plus de ça, moi j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai, mais que la Chine a envoyé du carburant pour missiles et a envoyé des missiles aussi à l'Iran pour justement se défendre contre cette attaque. Très juste, très juste. Il y a eu des ponts aériens entre la Chine et l'Iran pour lui fournir tout le matériel stratégique dont il avait besoin. Très bien, merci. La voix discordante, je vais devoir conclure parce qu'on arrive au terme de l'émission. Merci à toi. À bientôt, la voix. Alors, Monsieur Cohen, une dernière petite chose. D'accord. Voilà, une dernière petite chose, c'était concernant donc effectivement cette riposte américaine sur, du moins cette attaque américaine sur les sites nucléaires iraniens et les déclarations qui ont été faites à la suite de ça. Moi, je voulais vous poser la question concernant la réaction de la diplomatie marocaine qui s'est donc agitée après ce bombardement. Comment se fait-il que le Maroc s'est exprimé à ce moment-là et ne s'était pas exprimé lors des agressions d'Israël contre l'Iran? Écoutez, je n'ai pas suivi. Alors, je vous fais un rappel vite fait. Les États-Unis ont bombardé les sites nucléaires iraniens et l'Iran derrière a bombardé la base américaine au Qatar. Oui, oui. Et à la suite de ça, l'Iran, donc, le Maroc a condamné les attaques de l'Iran sur la souveraineté aérienne et territoriale du Qatar. Alors que auparavant, les agressions israéliennes sur l'Iran n'avaient pas été condamnées par la diplomatie marocaine, alors que tous les États arabes de la région avaient condamné l'agression sioniste. En quelques mots, on est au bout de l'émission, M. Cohen, en quelques mots. C'est pas étonnant, c'est-à-dire que la diplomatie marocaine n'a même pas besoin, enfin, ne dissimule même pas son appui à l'axe américano-sioniste. Voilà. Il affirme ouvertement, résolument, sans se cacher. D'habitude, on essaye d'enrober les choses
Et là, bon, il affirme sa solidarité nette et sans bavure avec le Qatar. Le Qatar, il était tout à fait conscient de ce qui se passait. Mais bon, il a voulu donner des gages. Voilà, il donne constamment des gages à son alliance avec Israël et l'Amérique. Très bien. J'ai peut-être. Was, tu viens d'arriver, mais est-ce que tu veux peut-être poser une dernière question à M. Cohen avant qu'on termine l'émission? Tu me fais signe vite fait. Non? Ok. Bon, bah écoutez, M. Cohen, on va s'en arrêter là. Merci à vous. Merci à tous d'avoir suivi l'émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, M. Cohen. Merci. Bonsoir à tous. Voilà les amis, pour celles et ceux qui sont arrivés en cours de live, je vous donne rendez-vous. Non, je vous invite à vous abonner à la chaîne Altitude pour revoir le début de l'émission et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Que la paix soit sur vous. Salam alaikum.